13h, le journal sur RTI. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Dans cette édition, nous parlerons de la journée mondiale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. La Côte d'Ivoire s'engage dans un message officiel à mobiliser toutes les énergies pour atteindre l'objectif fixé par les Nations Unies d'éliminer toutes les pratiques néfastes, y compris ces mutilations génitales féminines d'ici 2030. La déclaration du gouvernement ivoirien à suivre. Les travaux de réhabilitation de la nationale A3 dans la ville de Bouaké sont définitivement achevés. Le tronçon, qui s'étend sur une distance de 8,7 km, a bénéficié de travaux d'assainissement, de construction, de canalisation pour les eaux usées et d'aménagement des nids de poules. Il est mis en service à présent. Et l'actualité internationale, un appel à témoins lancé par la CPI, une demande urgente à la coopération et à la soumission d'informations de la part de tous les partenaires sur la situation en République démocratique du Congo. Honneur au drapeau national, symbole de la République de Côte d'Ivoire, un acte qui traduit un engagement au respect des valeurs civiques et citoyennes. Le drapeau tricolore orange, blanc et vert est présenté symboliquement tous les premiers lundis du mois dans les administrations ivoiriennes. Et ce mois de février 2025, il a été hissé symboliquement au ministère des Affaires étrangères. Le point de Ahmed Traoré. Le drapeau tricolore, monté par un détachement de la gendarmerie nationale, sous fond de l'hymne national chanté en chœur par les agents du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'orange, en fait, nous rappelle cette terre riche et généreuse. C'est aussi le sens de notre lutte. Le blanc, c'est vrai que c'est la paix, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix du droit, la paix dans la justice. Le vert, pour tout le monde, c'est l'espérance. Mais pour la Côte d'Ivoire, ce vert-là aussi, c'est la certitude d'un devenir meilleur. Le directeur de cabinet représentant le ministre situe les enjeux de la rencontre. Cette cérémonie d'honneur à l'emblème national nous rappelle certainement notre devoir de citoyen. Mais aujourd'hui et au-delà de la symbolique citoyenne, elle appelle à l'adoption de beaux gestes et de bonnes pratiques au quotidien dans nos administrations. Les 5 symboles de la République sont le drapeau qui est l'emblème national, l'hymne national, la devise de la République, les armoiries de la République, le portrait du président de la République. Ce 6 février est aussi un symbole de lutte contre les mutilations génitales féminines, un ensemble de pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale ou à l'altération des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. À travers le monde, il est recensé entre 130 et 140 millions de femmes qui ont subi une mutilation génitale selon l'OMS. Des petites filles, des femmes sur le point de se marier ou des femmes enceintes de leur premier enfant qui viennent de donner naissance. Une mutilation contre laquelle la Côte d'Ivoire prend position en mobilisant toutes les énergies pour renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, suivant la déclaration du gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien solidifie son engagement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines à l'occasion de la Journée internationale édition 2025. De 36,7% de taux de mutilation génitale féminine en 2016, la Côte d'Ivoire est passée à 21%, donc un taux de réduction de 15 points, conforme à l'engagement pris par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en 2017. Nous avons les articles 394 et 398 du Code pénal qui prévoient des peines aux contrevenants. Malgré des avancées notables dans la lutte contre les violences basées sur le genre, il reste des défis à relever. Ensemble, nous devons déconstruire les croyances qui justifient encore cette pratique criminelle et promouvoir les valeurs qui respectent la dignité et les droits des femmes et des filles. Je vous exhorte donc à signaler tous les cas de violence basés sur le genre à travers la ligne 1308. L'État de Côte d'Ivoire lance un appel à tous les acteurs de la lutte pour un travail de proximité au profit des victimes de ces mutilations génitales féminines. À toutes les survivantes, je veux dire ceci. Vous n'êtes pas seuls. Votre courage nous inspire et renforce notre détermination à poursuivre cette lutte. À tous ceux qui s'investissent dans cette cause, je réitère la gratitude de la nation.
Mais à ceux qui continuent de perpétuer ces pratiques, je lance un avertissement clair. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. La journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines de 2025 est célébrée sous le thème « Accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines » MGF. Le gouvernement ivoirien institue une plateforme de sécurisation et de digitalisation pour faciliter l'obtention de documents de justice. Elle est ouverte depuis le 30 janvier 2025 et devrait être déployée sur l'ensemble des juridictions du pays. Pour un certificat de nationalité, par exemple, le demandeur a la possibilité d'obtenir le document dans un délai de 72 heures pour un montant total de 3 000 francs CFA. Une plateforme qui est présentée au CICG dans ce reportage rapporté par Jean-Marc Diadji. La sécurisation et la digitalisation des actes de justice en Côte d'Ivoire sont une réalité depuis janvier 2025. Ogé Kadé Séoulou, conférencier à la tribune Tout savoir sûr du CICG, souligne l'importance cruciale de cette réforme. Il met en avant des innovations clés, notamment le cachet électronique visible, CEV, qui permet d'apporter une signature sécurisée sur les documents judiciaires pour garantir leur authenticité. Pour pouvoir optimiser un processus, il faut avoir des données sur ce processus-là. Tout ce qui est mesurable peut être optimisé. Et le numérique offre la possibilité de donner des données chiffrées vérifiables. En mettant en place un système numérique, on a la traçabilité de toutes les actions qui sont menées dans le système. L'application mobile Verif by Onessi favorise la vérification instantanée et hors ligne de l'authenticité des documents numérisés. Nous, on a le CEV. Le CEV, c'est 3 couches au-dessus, dans la mesure où ce CEV-là vous garantit que l'information qui est posée sur l'acte est infalsifiable grâce à des normes ISO. Donc, la probabilité d'avoir un acte qui est sécurisé par ce canal-là par rapport à avoir un acte manuel qui n'est pas sécurisé, je pense que le choix est vite fait. Cette solution, développée par l'Office national de l'état civil et de l'identification de la Côte d'Ivoire, ONESI, permettra de générer des documents physiques et numériques sécurisés. La digitalisation des actes de justice en Côte d'Ivoire s'annonce comme un pas décisif vers une justice plus efficace et accessible pour tous. Les demandes et les délivrances de ces documents judiciaires se feront désormais rapidement via le site www.e-justice.ci, réduisant considérablement les délais d'attente. Parlons d'éducation avec la 12e journée carrière du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation qui a été lancée. Voilà un cadre qui répond aux visions de carrière professionnelle des jeunes élèves de Côte d'Ivoire. Ils ont l'occasion ainsi d'explorer les opportunités, les offres de formation et d'emploi actuels ou même futurs, se faire une idée sur différents cursus, leurs exigences et même leur potentiel débouché. Des modèles inspirants sont aussi présentés aux élèves à l'occasion de ces journées carrières, suivant ce récit de Sephora Zegui. À Boisseau, la région du Sud Comoé est le théâtre du lancement national de la 12e édition des journées carrières. Ces élèves en classe d'examen pour la plupart sont en quête de repères et c'est le lieu idéal pour eux de s'informer. J'ai pu trouver des écoles, l'université Félix Houphouët-Boigny par exemple, nous offre de bonnes opportunités. Ils ont un concours après le bac, ça peut bien nous aider. Les journées carrières ont pour but de rapprocher les jeunes des métiers et des formations professionnelles. Cet exercice repose sur une interaction directe et dynamique entre, d'une part, les élèves, les étudiants, les jeunes déscolarisés et les diplômés en quête d'insertion professionnelle, et d'autre part, les professionnels issus des différents corps de métiers. Le thème de cette année est centré sur les métiers du droit et de la justice, un secteur stratégique pour l'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens. Les métiers du droit et de la justice offrent une grande diversité de carrières et de spécialisations dans des domaines variés, droit de l'homme, droit de l'environnement, droit international et j'en passe. À tort, mesdames et messieurs, nous résumons souvent les métiers du droit et de la justice seulement à ceux de magistrats, de juges, d'avocats, d'huissiers et de greffiers.
alors qu'il s'agit d'un secteur très vaste. L'initiative vise à briser les barrières entre le système éducatif et le monde professionnel, tout en mettant en lumière les différents parcours qui mènent à l'insertion réussie. Former les jeunes et les orienter vers des métiers spécifiques est une manière cohérente et efficace de préparer un avenir prospère pour le pays. Aussi, le choix du thème de cette édition met en lumière la nécessité de préparer nos jeunes à jouer un rôle clé dans la construction d'un état de droit. C'est pourquoi je voudrais inviter les jeunes et étudiants à saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans ce domaine. Avec cette nouvelle édition, les journées carrières font un pas de plus vers un avenir professionnel plus serein et prometteur pour les élèves de Côte d'Ivoire. Et parlant d'avenir professionnel, pourquoi pas s'orienter vers les métiers de l'audiovisuel? Un espace dédié à leur promotion est organisé par l'ISTC Polytechnique, une journée de l'étudiant en production audiovisuelle animée par ces futurs professionnels capables d'encadrer du début à la fin la création d'une œuvre audiovisuelle pour tous les écrans et sur tous les supports. Yves Niazalé et Debbie Soyo nous font visiter les stands. Défis et opportunités de la production audiovisuelle à l'ère de l'intelligence artificielle, thème de la 9e édition de la journée de l'étudiant en production audiovisuelle. Un événement initié par les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. C'est vraiment d'être ce portail qui va vraiment permettre de promouvoir l'école de production audiovisuelle au grand public. Parce que c'est un métier aussi qui n'est pas toujours connu par les étudiants, par les élèves. C'est aussi ça notre mission principale. Cette édition est vraiment plutôt particulière pour nous parce que c'est la première fois qu'on aborde les thèmes de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Face aux enjeux de l'intelligence artificielle, la responsable de l'école de production audiovisuelle met l'accent sur l'importance d'adapter la formation en vue de profiter des avantages liés à l'utilisation de l'IA. Au niveau de l'ISTC, nous pensons que former nos apprenants est un enjeu majeur. C'est pourquoi cette année, depuis pratiquement 2 ans, nous sensibilisons et nous œuvrons au travers de la journée de l'étudiant en production audiovisuelle pour que nos étudiants s'intéressent à cette thématique. Nous avons aussi revu nos maquettes pédagogiques pour mieux adapter notre offre de formation à cette problématique dans toute la chaîne de valeur. L'édition 2025 de la journée de l'étudiant en production audiovisuelle a permis aux apprenants d'acquérir de nouvelles compétences et de mieux se préparer aux défis d'un secteur en constante évolution. Un château d'eau à Bonzoro, c'est un village de la sous-préfecture situé donc à 7 km de Korogo, une infrastructure qui a été récemment inaugurée et remise au gouvernement par l'ONG Objectif Santé et Développement, suivant le témoignage de Siekwasi et Jean-Marc Djadji. La construction du château d'eau de Bonzoro a été portée par l'ONG Objectif Santé Développement. Son management gagnant a permis de rassembler tous les cadres autour de ce projet vital pour les populations. Dans la recherche des fonds, la vision de l'ONG a croisé l'adhésion du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Aujourd'hui, le château est prêt à alimenter Bonzoro et certains villages satellites. Il était important que Bonzoro ait de l'eau potable, soit la San Ouattara, et c'est ce que nous avons fait. Remerciements à tout le monde et vous demandez de continuer de croire au président, de continuer de lui faire confiance parce qu'il a fait tout ce qu'il a promis et il a allé même au-delà. Quand on a confiance, on est patient. Ceux qui n'ont pas encore été servis, comme Kiemou qui attend son château, comme Soronka qui attend son château, je leur demande de faire confiance au président. L'eau arrivera partout. Pour le député de la sous-préfecture de Korogo, ceci est la preuve tangible que le concept de Côte d'Ivoire solidaire marche bien à Korogo. Ce château est le fruit de notre union, c'est le fruit de notre unité. Ce château est né de la volonté de chacune et chacun de nous à mettre ensemble nos efforts. L'objectif 2030, c'est 100% de couverture en eau potable pour la Côte d'Ivoire, mais cela n'est possible que si nous renouvelons notre confiance au président de la République. Représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé à cette cérémonie, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Bouaké Fofana, a salué le don de soi des cadres de Bonzoro et a annoncé de belles perspectives au nom du gouvernement. Je voudrais féliciter en tout cas les cadres du Poro pour cet exemple qu'ils donnent d'une Côte d'Ivoire solidaire, qu'ils soient mis ensemble pour offrir un château. Nous sommes pratiquement à 100% de taux de couverture en électricité.
Or, l'eau suit l'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas avoir l'eau. L'État fera sa part également pour envoyer l'eau vers les populations. Après Bonzoro, bientôt la remise des châteaux d'eau de Nyangaka et de Lanyene. La même ambition pour les cadres à travers l'ONG Objectifs Santé et Développement. Faire de la solidarité le fer de lance de la lutte contre la pauvreté dans le Nord. Et parlons de perspective en allant au ministère des Eaux et Forêts où le tableau de bord de 2025 affiche une stratégie de valorisation des produits forestiers, une vision fondée sur des acquis satisfaisants. Le détail avec Sam Connor. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de restauration et de la préservation des ressources forestières, fauniques et en eau, le ministère des Eaux et Forêts organise depuis 3 ans un atelier bilan chaque début d'année. Pour 2024, le bilan est positif, selon le ministre Laurent Tchagba, qui énumère ici quelques points. Nous pouvons nous réjouir qu'en 2024, nous ayons pu renforcer le cadre institutionnel, légal et réglementaire de la gestion durable des ressources forestières, fauniques et ressources en eau. L'accord de partenariat volontaire FLET a été signé puis ratifié, le code de l'eau révisé et adopté. Pour 2025, les produits forestiers restent l'une des priorités, souligne le ministre Laurent Tchagba. Un accent particulier sera mis sur la stratégie de valorisation des produits forestiers. C'est pour cela que je vous ai demandé de présenter au cours de cet atelier les défis et opportunités pour une mise en œuvre réussie de cette stratégie. 150 participants issus des différentes structures du ministère des Eaux et Forêts prennent part à cet atelier bilan de 4 jours qui est à sa 3e édition. Le secteur des eaux et forêts pourrait bien se lier à la région du Guémont, bien connue pour ses forêts profondes. Cette région a pour projet de lutter contre le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire par le projet PRÉ, paiement de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les explications de Chris Diomandé et Siaka Kone. Voici les 11 acteurs du projet PRÉ, paiement de réduction des émissions de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï, une équipe d'agents du conseil régional et d'animateurs de la société civile engagés dans la lutte contre le changement climatique. Il s'agit pour eux de développer et mettre en œuvre le plan d'action pour une gestion durable de la forêt dans la région. La seule chose que je peux dire au département de Fakobli, c'est de se mobiliser afin que l'environnement, afin que le reboisement qui va se faire dans le département de Fakobli soit une affaire de tous. Initiative conjointe du ministère de l'Environnement, de la Transition écologique et du développement durable et de la coordination nationale PRÉ. Le projet PRÉ vise à impliquer les populations dans le reboisement. C'est un projet de la Banque mondiale qui vise à travers les fonds carbone captés par la Banque mondiale de rémunérer tous les États qui ont fait des efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc ça prend en compte tous ceux qui ont fait du reboisement, tous ceux qui entretiennent les forêts dont ils disposent. Le message que je peux lancer pour ce qui est du Guémont, c'est de demander à tous ceux qui ont des parcelles protégées, doivent se faire enrôler à travers l'ANADEM, à travers les eaux et forêts, pour que les dimensions de leurs parcelles puissent être prises, même si c'est des parcelles des communautés, pour qu'après, ils puissent recevoir les paiements au niveau de la Fondation des parcs et réserves. Tout le monde sait qu'il y a un problème de changement climatique dans le monde entier, et plus particulièrement dans les pays comme les nôtres. Donc l'État a mis en place un mécanisme pour réagir contre les effets de ce changement climatique. Donc nous avons demandé aux populations, nous les encourageons à préserver la forêt dans leurs parcelles. Au cœur de l'agenda de l'équipe projet PRÉ du Guémont, des tournées dans la région pour vulgariser le dit projet auprès des populations. Une bonne nouvelle pour les routiers et voyageurs, la nationale A3 est de nouveau ouverte et praticable. Les travaux de réhabilitation de la portion qui traverse du sud au nord la commune de Boaké ont pris fin. Ingénieurs en travaux publics, élus locaux et le corps préfectoral se sont assurés de la qualité des travaux effectués. Le constat est rapporté par Gervais Kouassi et Charles Tatou. La nationale A3, cette voie qui traverse la commune de Boaké, est à nouveau praticable en toute saison.
Les points critiques qui empêchaient les automobilistes et autres usagers de circuler convenablement ont été aménagés conjointement par l'entreprise chinoise en charge de la construction de l'autoroute Thiébisu-Bouaké, l'AGEROUTE et les services techniques de la mairie. Autorités locales et experts en travaux routiers, avec à leur tête François Vanyebi, secrétaire général 1 de préfecture, représentant le préfet de région de Bouaké, ont visité les points réhabilités tout le long de la portion de la nationale A3 qui traverse Bouaké. Au terme de la visite, un débrief sur la qualité des travaux effectués. Nous attendons peut-être la prochaine saison des pluies pour évaluer ce qui a été fait. Et principalement, s'il y a des rectifications, on va le faire. Pour l'heure, tout ce qu'on a pu relever a fait l'objet de corrections. Et donc, à ce stade, nous, on pense que la réception définitive devrait pouvoir être prononcée. Le retour à une circulation normale sur la A3 réjouit l'ensemble des habitants de la capitale de Bouaké. Nous sommes heureux que ce tronçon soit définitivement réceptionné pour le bonheur de nos populations. Ces joyaux-là que l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, on va faire en sorte d'en prendre soin, en sensibilisant. Bouaké Nouveau, c'est aussi la réhabilitation de toutes les infrastructures défaillantes, en plus de celles qui sortent des terres. Rendons-nous à présent, d'un drame dans la commune d'Adjamé, un incendie déclaré hier en fin d'après-midi au centre commercial de cette commune d'Adjamé Château, un feu qui a sémé la panique au sein de la population. Les sapeurs-pompiers militaires ont pu venir à bout des flammes. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée à la suite donc de cet incendie. Rendons-nous à présent au marché à bétail d'Abidjan où les vendeurs sont sous pression depuis quelques jours. Le district autonome d'Abidjan, en collaboration avec la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, procède au démantèlement des marchés à bétail clandestins. L'opération a débuté le 29 janvier dernier. Une dizaine de sites répartis entre les communes de Yopougon et de Port-Boué sont concernés. Les vendeurs à bétail sont priés de déménager à Anyama sur un nouveau site apprêté pour recevoir les acteurs du secteur du bétail. Un épisode marquant des tensions et plein d'émotions aussi, tant pour les vendeurs que pour les habitants plongés au cœur de cette grande opération de déguerpissement. Le reportage de Jean-Luc Bombo et Hervé Mbois. Un grondement assourdissant résonne à Yopougon Port-Boué 2. La poussière se soulève sous les coups d'un caterpillar qui détruit les derniers vestiges de ce marché à bétail. Ici, plus de bêtes, plus de transactions, juste des carcasses de structures, des lambeaux de tôle et des visages fermés. Ça là, déjà, on est fatigué. Tout ce que nous, on va demander au gouvernement, les gens qui vendent moto aussi, là, il faut que ici, là, on n'a qu'à une autre solution. Pour qu'on n'a qu'à gagner le point, il faut qu'on a pour vendre moto. C'est ça notre solution. Autour du site, des jeunes s'activent à récupérer ce qui peut encore l'être. Des chevrons, des tôles, des vestiges de marché qui vivaient encore hier. Pour les vendeurs, c'est une page qui se tourne brutalement. On a dit, bon, il n'a qu'à nous donner un peu de temps, même si c'est demain après demain, pour qu'on puisse enlever les tôles, et puis on va déménager. Ma grande surprise ce matin, les autorités sont venus ici. On va commencer à casser. Moi, si je dis les gens, il ne faut pas que quelqu'un va parler. Tout le monde n'a qu'à laisser votre opération. C'est l'État même qui a dit qu'il faut qu'on va mettre tout le monde ensemble. Donc personne n'est sur le dossier de la loi. C'est que l'État a dit, là, on est obligé de faire. Sous haute surveillance policière, l'opération suit son cours. Le marché de Yopougon Port-Boué 2 n'est qu'une étape d'une vaste opération qui s'étendra sur une dizaine de jours. Depuis pratiquement le mois de juillet, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le district autonome d'Abidjan, a équipé les acteurs de la filière bétail et viande d'un marché à bétail. Et ce marché à bétail est situé dans la commune d'Anyama. Des enclos ont été construits, des installations ont été faites sur ce marché pour permettre aux acteurs vraiment d'exercer librement sur ce marché. Tous les marchés annexes dans le district autonome d'Abidjan ont été informés que tous les acteurs doivent rejoindre ce marché. Au total, une douzaine de sites sont concernés dans plusieurs communes d'Abidjan.
Yopougon, Port-Boué, Abobo et Koumassi. Il y a beaucoup de marchands clandestins. Il y a beaucoup de marchands clandestins. Nous avons constaté même que des marchés, on pense que c'est le bétail. Mais en dessous, c'est des fumoirs qui ne donnent pas une bonne image à la filière. C'est pour ça que nous engageons le district pour bannir tout ça dans le secteur. Depuis 3 mois, le marché à bétail d'Anyama accueille progressivement tous les acteurs de la filière. Un espace modernisé, loin du désordre des anciens sites informels. On n'a pas accès à beaucoup de choses de l'État. Si l'État est impliqué, prendre la sécurité, organiser le marché. Parce qu'il y en a un nouveau marché, ça c'est pour toujours. Franchement, c'est bon. Ça ne sera pas facile pour nous le début, mais en plus Dieu qu'à la fin, ça aille. Dieu merci, le gouvernement a fait les efforts. Ils sont partis aménager le coin d'Anyama, qui est un grand coin qui voit presque 100 et quelques hectares. Et aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises, les encollés sont faits. Il y a des courants, il y a toilettes, et tout ce qu'on doit faire pour rendre l'homme heureux, le gouvernement a fait ça déjà. Cependant, cette relocalisation a un coût, jugé trop élevé par les acteurs. On va venir voir le site d'abord, on va laisser le voir, puis on revient encore. On va voir comment ça va se passer. On a 500 000 qu'ils ont dit là, c'est trop. Hein? Donc on va revoir les prix. Les enclos sont fixés à un montant de 500 000, bien vrai, mais les acteurs ont le choix de payer comme ils le veulent jusqu'à rentrer en possession de leurs enclos. L'assainissement de la filière bétail à Abidjan se poursuit avec la promesse des secteurs mieux organisés. Mais pour ceux qui ont perdu leur repère aujourd'hui, la pilule est difficile à avaler. Rendons-nous à présent à Bangourou, où le président du conseil régional de l'Indénié, Djuablin, s'est entretenu avec des chefs cantons de Feyacé. Une rencontre dans l'objectif de présenter le bilan des infrastructures réalisées dans cette localité et les infrastructures à venir, donc à être réalisées dans les prochains mois. C'était une réunion qui portait aussi sur la cohésion sociale importante en cette période préélectorale, suivant ce rapport de Herman Yamia. Le président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin en entretien avec le chef du canton Feyacé et des chefs de village et reine-mère du canton. Comme il est de coutume, chaque nouvelle année, il les rencontre pour leur faire part des projets de développement qu'il entend mener dans la localité. Entre autres projets, la construction des centres de santé, d'écoles, des reprofilages des pistes villageoises et des adductions en eau potable. C'est aussi l'occasion pour Wadia Issé de leur rappeler l'importance de la cohésion sociale, surtout en cette période préélectorale. Au centre de ces échanges, le développement de notre région. Un autre point important, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement sans la paix, sans la cohésion sociale. J'ai demandé aux chefs des villages de faire en sorte de parler aux jeunes pour que la paix demeure dans tous les villages. Nous sommes dans une année sensible, une année électorale, que ce qui s'est passé à Bétier ne se reproduise plus dans un village de la région. Les chefs des différents villages du canton Feyacé ont salué cette démarche du président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin. Ils lui ont assuré qu'ils sont disposés à l'accompagner dans toutes ces initiatives visant à favoriser le développement de la région et le renforcement de la cohésion sociale. Cette rencontre s'est achevée par un déjeuner. Le savoir-faire ivoirien avec Mylène Amon, la paper artiste ivoirienne qui est lancée dans une performance inédite, réaliser 150 portraits en seulement 120 heures. Durant 5 jours, elle fera des portraits de personnalités d'impact avec la technique d'illusion optique sur papier dans l'objectif de battre le record mondial du plus grand nombre de portraits réalisés, détenus jusqu'ici par le Nigérian Chancellor Agotou, un record Guinness dans lequel chaque minute sera décisive. Elle a officiellement débuté son défi il y a près de 18 heures en réalisant et validant son premier portrait, celui du président de la République, Alassane Ouattara. Nous la suivrons au fil de ce challenge. Nous l'avons rencontré quelques heures avant le lancement de son défi. Le reportage est à suivre dans nos prochains journaux.
Et dans l'Est de la RDC, la Cour pénale internationale lance son appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Ce dernier continuera, dit-il, d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou même sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques, prévient la CPI. Un appel à témoins qui intervient après un bilan des Nations Unies présentant 3000 morts dans cette zone après les conflits. Et voilà, c'est sur ce point que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était un journal traduit en langue des signes. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1. Le prochain journal est à 20h avec Marie-Laure Gorin.